Bonjour Gringe. Salut. On se retrouve dans le cadre du festival Culturissimo LFDA et tu nous as donné rendez-vous ici. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors je vous ai donné rendez-vous ici dans la salle de spectacle Simone Signoret, parce que c'est une salle dans laquelle mon père a travaillé en tant qu'administrateur, programmateur pendant de longues années. La période de notre adolescence, c'était Thibaut et moi, mon frère et moi. Nous, on est originaire de Cergy, on vivait donc c'est une ville qui est juste à côté, mais tous les week-ends et même la semaine, des fois les soirs de spectacle, on était là. Et c'était déjà c'était le lieu de travail de notre papa, donc c'était une espèce d'endroit un peu sacré. C'est une salle de spectacle, donc quand on a 10 et 12 ans, c'est une espèce de lieu magique où viennent se produire des artistes, mais nous, qu'on admire et qu'on regarde avec des paillettes dans les yeux. C'est un terrain de jeu vaste. On se balade dans les coulisses, on traîne dans les jambes de ces artistes-là. Je me rappelle moi avoir passé une après-midi avec Jean-Marie Bigard, par exemple, à l'époque. Je ne sais pas qui c'était, j'étais petit, hein. Mais un mec adorable qui m'a trimballé avec lui toute la journée, toute sa journée de répétition, quoi. Je le suivais partout, j'étais fan du mec à ce moment-là. Et on a découvert tout un tas d'artistes ici, les inconnus, Raymond DeVos, Guy Bedos, Smaïn, c'est ceux que j'ai en tête là. Et puis des chanteurs aussi, Maxime Le Forestier, Jacques Higelin. Enfin, on a vu vraiment tout un tas de trucs, on a découvert tout un tas d'artistes ici, quoi. Et tes parents faisaient quoi exactement ici dans ce théâtre? Enfin, c'est ton père surtout qui travaillait? Ouais, c'était mon père qui travaillait là. Ma mère elle était assistante sociale à l'époque. Ma mère a été comédienne de théâtre très longtemps avant de changer complètement de voie, de direction. Et c'est mon père qui travaillait ici, qui était administrateur et qui programmait des spectacles et des artistes. Et, il se baladait un peu partout en France et parfois même à l'étranger. Il allait chercher quoi, des créations originales, des spectacles. Et donc voilà, mais j'ai deux parents qui ont baigné dans le milieu du théâtre très longtemps. Et ça, tu dirais que ça a influencé le fait d'être entouré d'artistes, que tes parents pensaient énormément à ce côté culturel, etc. Ça m'a familiarisé avec ces environnements artistiques-là. Après, ça m'a jamais donné, moi, envie d'être comédien, par exemple. Je trouvais fascinant les gens qui étaient capables de tenir une scène et d'être dans la vérité de l'instant sur 2 heures. Mais petit, je me rappelle même de cours de théâtre que donnait ma mère. J'étais incapable d'y aller, moi, ça me terrifiait. Cette espèce d'impudeur et ce lâcher-prise total, moi, j'en étais pas capable. C'est pour ça que je crois que j'étais autant admiratif des comédiens de scène, quoi. Mais oui, après, c'est un environnement, c'est un langage, c'est des codes, c'est que ce soit des comédiens, des comédiennes ou des chanteurs ou chanteuses. Ouais, il y a quelque chose déjà de l'ordre du groupe, quoi, de la vie en collectivité, en meute. Petit, j'ai vu vraiment ma mère dans des troupes de théâtre, affiliée à de grands metteurs en scène de théâtre à l'époque. Et c'était une espèce de vie en communauté, un peu en marge. C'est les gens du spectacle, quoi. Oui, forcément que c'est dans mon ADN. Ouais, ça m'a marqué. Quel souvenir, toi, tu gardes de ton adolescence? Est-ce que c'était une époque heureuse ou plutôt tourmentée, comme peut l'être l'adolescence? Ouais, non, c'était une période heureuse, parce que c'était une période de liberté au pluriel, quoi. Non, puis on a reçu une éducation hyper souple et hyper libre, et toujours stimulée par les arts, par des rencontres, par des découvertes. On a eu cette chance-là, quand même. Justement, c'est quoi peut-être les artistes ou les formes d'art qui ont accompagné ton adolescence? Est-ce que le rap avait déjà une place? Non, le rap, c'était en dehors de la famille, quoi. C'était à part. C'était plus les potes, au quartier, au Toulouse, à Cergy. Ma découverte du rap, c'est au collège ou au lycée, je crois. C'est les grands de Cergy qui rappent. Il y a des groupes qui sont un peu emblématiques à Cergy-Saint-Christophe, à échelle nationale, quoi, qui ont été des pionniers. Comme Diable Rouge, par exemple. Mais ça, je parle vraiment pour les initiés, les anciens, quoi. Mais le rap, c'est venu après, et c'était en dehors de chez moi, quoi. Chez moi, c'était du jazz, du rock, du classique, justement des musiques de théâtre ou de cirque. Mais c'était, voilà, une espèce on était imprégné on était dans une espèce d'effervescence stimulante tout le temps, quoi. Et le rap, ça a été un biais, je pense. C'était peut-être moins la musique que le fait de se raconter soi qui m'intéressait là-dedans. Et du coup, je sais pas, j'ai dû commencer à griffonner mes premiers textes à 17 ans, quoi. Ouais, l'écriture, c'était vraiment aussi quelque chose qui t'a accompagné pendant ton adolescence. Ouais. Et l'écriture, ouais, ça me permettait de raconter des histoires.
peut-être me raconter à travers aussi ces histoires-là. Et des années après, se raconter, mon frère et moi, se revivre un peu en revenant sur justement les lieux de notre enfance, notre jeunesse. Et la lecture? Est-ce que les livres t'ont accompagné dans l'adolescence? Ouais, mais de manière très ponctuelle. Parce que je suis quand même et je suis toujours resté un vrai passif. Pour moi, la littérature, ma littérature à moi, elle est cinématographique surtout. Elle me demande moins d'efforts, c'est marrant, hein, de concentration. Par contre, elle est peut-être moins stimulante aussi intellectuellement qu'une lecture littéraire, quoi. Mais des bouquins qui m'ont marqué plus jeune, je me rappelle de John Fante, par exemple, Mon chien stupide ou Le vin de la jeunesse. C'est des bouquins qui m'ont giflé très jeune, quoi. J'étais pré-ado, j'avais 12-13 piges. Donc il y a des lectures mais de manière ponctuelle qui m'ont accompagné, qui nous ont accompagnés, mon frère et moi. Elles sont toutes connectées, c'est des auteurs qui généralement viennent d'un même moule. Je pense à John Fante, mais à son fils aussi, Dan Fante, à Bukowski. C'est une forme d'écriture très, très immédiate, très orale, très instantanée, très irrévérencieuse. Et ça, c'est des trucs, c'est des trucs qui nous plaisaient vraiment énormément, quoi. On retrouve au final dans le rap qui est une forme de littérature scandée. Exactement, ouais, bien sûr. Ouais. Et c'était quoi tes rêves, toi, quand tu étais adolescent? Est-ce que tu rêvais d'une vie d'artiste ou pas du tout? T'étais vraiment... Non, mais moi, je crois que depuis si loin que je me souvienne, quoi, j'ai jamais su même quoi nous dire, tu sais, quand on doit renseigner les journées de rentrée des classes, les métiers qu'on veut faire plus tard. J'ai jamais trop su quoi dire. Et je suis encore aujourd'hui à 40 piges incapable de me projeter, tu vois. Je fais ces métiers-là parce qu'ils me sont tombés dessus. Je sais pas de quelle manière je les ai provoqués. Je sais que j'ai aussi fait des rencontres qui m'y ont amené, quoi. Ça me semble évidemment aujourd'hui, il y a des évidences, tu vois, je réalise que le chemin parcouru et puis en réfléchissant à là d'où je viens et aux parents que j'ai eu, que j'ai eu petit, à l'éducation que j'ai reçue, je me dis oui, évidemment qu'il y a des liens partout, mais c'est pas une vie que j'ai cherché à provoquer, quoi. En tout cas, pas de manière intentionnelle. J'ai toujours eu un orteil dedans, par le biais de potes. Ça a été le rap d'abord, avec Aurel. Après, je me suis émancipé, puis j'ai fait un peu de cinéma aussi grâce à ça. Il y a le bouquin, il y en aura d'autres, il y aura de la musique toujours, il y a aussi du cinéma. Mais j'étais vraiment un observateur, quoi. Contemplateur, et ça me suffisait. Ça donne souvent les meilleurs artistes, les bons observateurs. Je sais pas, mais en tout cas, quand on se libère du temps et de l'espace pour observer, tu vois, c'est quelque chose qui nous renseigne aussi beaucoup sur nous, tu vois, le fait d'observer les autres et les mondes dans lesquels on évolue, les environnements dans lesquels on évolue. Pour moi, ce qui était synonyme de vie active et de vie professionnelle et de rentrer dans le moule justement et de trouver un boulot, c'était la mort de toutes ces libertés-là, tu vois, et je le sentais, même plus jeune, c'était intuitif, c'était une petite voix qui me disait ça, quoi. Et l'adolescence, c'est aussi synonyme de confrontation directe avec la maladie de ton frère. Qu'est-ce que tu as ressenti peut-être en te replongeant dans cette adolescence à travers le livre? Raviver ces souvenirs-là, les réactiver, les remonter en surface, c'est réaliser aussi le grand frère que j'ai pu être, quoi, par rapport à Thibaut. Pas toujours tendre, paradoxalement protecteur, mais rarement tendre, parce que l'environnement dans lequel on évoluait ne me le permettait pas, en tout cas. Il fallait se forger deux carapaces l'un et l'autre, parce qu'on évoluait dans un monde de petits garçons un peu durs, et voilà, et on se chahutait, mais rétrospectivement, on n'a pas vécu Bagdad non plus, tu vois ce que je veux dire. Je veux pas faire de Sergi ce que c'était pas. Sergi, ça reste le théâtre de nos premières expériences, nos premières découvertes, de nos plus grandes rencontres amicales, et c'est un magnifique souvenir. Mais écrire l'exercice littéraire, et introspectif, c'est se permettre ça, c'est se permettre de se revivre et de se regarder du haut de son passé, tu vois, et de se dire, de réaliser ce par quoi on a transité, ce qui nous a fait en tant que jeune homme, tu vois. Et le livre en tant que tel, est-ce qu'il a permis de penser des blessures, que ce soit pour toi, pour lui, peut-être, est-ce que ça a modifié votre relation? Après, je sais jamais si ça permet de penser des blessures de manière prolongée ou de manière temporaire seulement.
En tout cas, il m'a fait beaucoup plus de bien que l'album Enfant Lune, que j'ai sorti il y a 2-3 ans maintenant. C'est déjà le fait de s'être embarqué à deux là-dedans. C'est la première fois depuis petit où on dessinait des trucs ensemble. Certainement des cadavres exquis, où on faisait des trucs. On était très tous les deux et on avait des activités communes, quoi. Là, d'un coup, 25 ans plus tard, 20 ans plus tard, on écrit un bouquin ensemble. Mon frère est schizophrène et il sort de sa réserve en me faisant confiance pour me livrer ses secrets, certains de ses secrets. Et d'un coup, on fabrique des histoires à deux, quoi. Ça a quelque chose de précieux, tu vois. Ça a quelque chose d'assez unique, quoi. Quel regard tu penses que l'ado que tu étais porterait sur l'adulte que tu es devenu? Comment il te jugerait? Ça, je peux pas tout te dire. Mais je pense certainement qu'il se dirait, puis reviens de loin, mon gars, parce que j'étais quand même très, très décousu, très électron libre. Principe du plaisir immédiat tout le temps, quoi, et de l'instantanéité, quoi. Justement, j'avais du mal à rentrer dans les cases, à me discipliner. C'est pour ça que les cours, j'y allais avec certaines de mes facilités. Je passais les classes et je chopais mes diplômes, mes trucs, enfin, tu vois, mais c'était pas suffisamment stimulant pour moi. J'avais besoin d'être dehors, en fait. Il fallait que je respire au grand air, l'école de la vie, tu vois. Mais arrivé à un âge où la plupart de tes potes, eux, ont emprunté des trajectoires un peu toutes tracées, ou en tout cas, par maturité, je pense, ont fait des choix et ont trouvé que ce soit dans les études ou dans les jobs après, sont vraiment rentrés dans les clous, quoi. Et le danger pour quelqu'un comme moi, je suis pas seul, mais c'est justement de se retrouver isolé et de se dire putain ouais non c'est fini en fait, cette époque que je pensais éternelle, tu vois, cette époque candide, très immature et on peut pas la faire durer éternellement. On est rattrapé par la réalité de son âge, de la vie, tu vois, les impératifs de la vie. Donc je l'ai fait durer le plus longtemps possible, puis à un moment donné, parce que j'aime aussi énormément ce que je fais et que j'ai conscience de la chance que j'ai de pouvoir faire ces métiers-là, je me suis discipliné et je me suis mis à travailler dur, quoi. Et ça, c'est pas un truc, le mois de 15 ans, j'aurais jamais pu anticiper un truc pareil. Et peut-être pour conclure, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner aux ados pour essayer de traverser cette période qui peut être parfois compliquée? Ouais, quel bon conseil donner sincèrement, j'ai toujours suivi vraiment cette petite voix intérieure qui me disait où est-ce que tu as envie d'être et qu'est-ce qui te fait kiffer véritablement. Et ce qui me faisait kiffer, c'était ces formes de liberté que je me fabriquais aussi et que j'entretenais, quoi. J'avais conscience de leur caractère précieux, l'écriture, les amis, ne pas se retrouver enfermé dans un même environnement trop longtemps, enfin, genre rester en mouvement, quoi. Et aller vers, c'est une phrase hyper naïve, mais aller vers ses rêves, tu vois. Moi, j'avais envie à 17 ans, j'avais envie d'être rappeur. Je voulais en être. C'était tu vois, une espèce de phénomène de groupe, de trucs, d'appartenance à un groupe, et je voulais en être. Je pouvais pas breaker parce que j'étais pas hyper sportif, je me voyais pas, le truc des platines, ça m'intéressait pas, mais je voulais maîtriser une de ces disciplines-là, et avec l'écriture, c'était tout trouvé, quoi. Mais ça, c'était un truc qui, à 16-17 ans, quand j'écris mes premiers textes et que mon daron tombe dessus, par exemple, il comprend pas, en fait. Il me dit, mais moi, tu sais d'où on vient, d'un milieu modeste, machin, moi je me suis saigné pour vous, machin. C'est quoi ton projet de vie à 17 ans? C'est de vouloir faire du rap. Je suis pas OK avec ça, tu vois. Et donc j'ai fait, des fois par défaut, pour assurer un peu mes parents. Je suis toujours resté à l'écoute de cette petite voix qui me disait tant pis, même si tu es en roue libre et que tu fais du hors-piste, et parfois trop longtemps, parfois jusqu'à ce que ce soit dangereux, quoi, jusqu'à franchir certains points de non-retour, et t'y vas quand même. Tu pourras jamais te conformer de toute façon à ces normes-là qui t'oppressent, qui te font flipper, qui sont pas toi, qui te correspondent pas. Donc vas-y, fonce. Et de toute façon, tu seras riche de tes expériences et il y aura toujours une manière de les transformer en quelque chose de concret, tu vois. C'est ce que je me suis dit. Donc le message que j'ai à faire passer aux plus jeunes, quoi, c'est croyez vraiment en vos rêves. Il faut planter des graines un peu partout et se laisser le temps de les faire fleurir, mais il faut bosser aussi pour toucher un peu ses rêves du doigt, quoi. Il faut travailler, ça tombe pas dessus
miraculeusement. Faut provoquer ces choses-là et après bosser. Super, merci beaucoup et merci de nous avoir fait découvrir le théâtre Simone Signoret de Conflans-Sainte-Honorine. Ouais. Surtout, croyez en vos rêves.